Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Villemontex, je suis le coordinateur scientifique de l'étude Vivre ensemble à l'école et je fais cette petite vidéo après des échanges que nous avons eus avec certaines directions, avec certaines parmi vous, pour répondre à des questions qui sont venues dans ces échanges alors qu'on est au cours du lancement de notre grande étude nationale. La première chose que je voulais vous dire, c'est vous dire un grand merci pour votre participation à ce protocole de recherche. C'est une recherche très ambitieuse dans sa durée, dans son déploiement, sur laquelle on a travaillé d'arrache-pied avec mes collègues chercheurs, chercheuses, depuis 2 ans maintenant pour ce lancement, sur laquelle on va travailler dans les années qui viennent, qui va représenter en termes de preuves scientifiques, d'études scientifiques, quelque chose de vraiment unique au monde en réalité à ce jour sur la prévention précoce du harcèlement, sur le développement précoce des compétences psychosociales. Et ça sera un succès grâce à vous, grâce à votre participation. Donc c'est un peu déstabilisant de mener une étude de cette ampleur sur un territoire aussi vaste. On a même un grand nombre d'écoles en Guadeloupe, par exemple, et on n'a pas la possibilité de vous rencontrer directement, bien sûr, même si j'espère qu'à un moment donné de cette année, on pourra quand même aller à la rencontre d'équipes et de terrain. Donc c'est un peu anonyme et je trouvais aussi important de pouvoir vous parler indirectement à travers cette vidéo et vous remercier, vous dire toute notre gratitude de votre engagement parce qu'on connaît la réalité du terrain des écoles, on connaît la réalité de votre quotidien très chargé, en mission, débordé parfois, et on sait que c'est un véritable effort de vous glisser, de rentrer dans un protocole de ce type, que c'est demandeur. Également que la communication n'est pas toujours facile, les mails n'arrivent pas toujours, donc on a bien conscience de tout ça, on connaît bien, je crois, les réalités de votre terrain, et donc on en est d'autant plus reconnaissant. Dans cette vidéo, je vais répondre du coup à quelques questions qui sont remontées, donc je vais faire un partage de quelques brèves diapositives, l'idée étant d'éclairer des points du protocole et puis de répondre à certaines des questions que vous auriez pu avoir jusque-là sur ce dernier. Donc, c'est une recherche nationale soutenue par la DGESCO, hein, qui nous a donné une lettre de soutien et puis qui nous a soutenus aussi dans le déploiement et dans le recrutement. Vous êtes aujourd'hui 220 unités de randomisation, donc c'est-à-dire soit des écoles primaires, soit des binômes maternels élémentaires, parfois des trinômes plus rarement, qui participent à la recherche. Ça fait en réalité plus de 350 établissements. Donc, c'est une cohorte vraiment massive à gérer pour nous, à accompagner. Et donc, on essaie de faire au mieux dans la communication avec vous, malgré tout. Un tout petit mot de présentation de mes collègues, puisqu'on a une équipe expérimentée, je dirais, dans le champ de la recherche, dans le domaine de l'éducation, avec des collègues du monde de l'économie de l'éducation, des collègues du monde de la psychologie de l'éducation ou de la psychologie clinique, qui sont représentés sur cette diapositive. Et vous pouvez retrouver sur le site du projet de recherche notre présentation à chacun et chacune, si vous ne l'aviez pas encore lu ou vu. Alors ça a été une question importante des écoles du groupe formation différée qui n'avaient pas forcément compris leur rôle dans la collecte de données et qui parfois les directions, les enseignants m'ont écrit là à cette rentrée en me disant mais on ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'on collecte déjà des données dans nos écoles alors que nous ne serons formés que dans 3 ans. Et donc on avait essayé d'expliquer cela, mais il est vrai que nous on est habitués à ces protocoles et c'est normal que vous, c'est pas votre cœur de métier. Donc je vais en redire un mot à ce sujet. Vous êtes dans cette étude dans ce qu'on appelle un protocole d'essai randomisé contrôlé. Dans un protocole d'essai randomisé contrôlé, vous êtes répartis aléatoirement entre deux groupes, ça vous l'aviez bien compris, mais on collecte immédiatement dans les deux groupes des données concernant tous les élèves de la cohorte. C'est ce qui va nous permettre de comparer dans le temps. Donc, à gauche, c'est ce que vous voyez, c'est le protocole de randomisation. Vous êtes 220 écoles, il y en a 110 dans un groupe, 110 dans l'autre. Ça a été fait entièrement au hasard, cette répartition. Et on va collecter des données dès cette année sur les élèves de petites sections de vos écoles, c'est-à-dire plus de 6000 enfants en réalité hein, sur toute cette cohorte. Et on va suivre dans le temps l'évolution des élèves sur une série d'indicateurs dans les deux groupes. Et c'est pour ça, en fait, que vous existez, vous, les écoles du groupe formation différée, même si c'est désagréable hein, de devoir attendre alors que vous vouliez vous engager sans doute assez vite. On va quand même essayer de vous amener le programme aussi assez vite et de tenir tous nos engagements en ce sens, bien sûr. Mais c'est grâce à vous qu'on a en réalité deux groupes d'élèves que l'on suit dans le temps dès cette année, des élèves qui sont évalués dès cette année en petites sections sur un ensemble d'indicateurs et qu'on va réévaluer ensuite en moyenne section, en grande section, et puis plus tard en élémentaire à plusieurs points du temps. Et donc on a ainsi deux groupes qu'on voit évoluer dans le temps. Le groupe des 3000 élèves ou quelques
qui sont dans la condition formation immédiate et qui, dès cette année, bénéficient du programme, mais l'an prochain aussi, l'année d'après ensuite, etc. Et tous les élèves de l'autre groupe, 3000 élèves, qui sont dans le groupe, je dirais, vie courante de leur établissement, qu'on a appelé formation différée, et qui, eux, chaque année, ne sont pas exposés au programme. Et on a ainsi la possibilité de comparer le devenir d'élèves sur tous nos indicateurs entre les classes des écoles qui mettent en place le programme et les classes qui ne le mettent pas encore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel dans le protocole et ça fait toute l'importance de vos données, le groupe formation différé. Et à chaque fois qu'on perd une école dans ce groupe, on perd de la validité scientifique. Je vais y revenir plus tard. Donc vous jouez un rôle aussi fondamental dans la recherche que le groupe formation immédiate. Les données que nous allons collecter, ce sont des questionnaires enseignants. Donc, c'est seulement les enseignants qui sont face à la cohorte chaque année qui auront des questionnaires à remplir. Donc, cette année, ce ne sont que les enseignants de petite section. Et puis, vos élèves de petite section, vous l'avez bien compris, de la cohorte, l'an prochain, ils seront en moyenne section. Donc, l'an prochain, on ne sollicitera que les enseignants de moyenne section de vos écoles. Et l'année d'après, ils seront en grande section. Donc, pour les questionnaires, à nouveau, on ne sollicitera que les enseignants de grande section, etc., etc. Nous collectons des données, vous le verrez cette année, les enseignants de petite section, sur les compétences relationnelles des élèves, sur leur santé mentale, leurs difficultés psychologiques sur un spectre assez large, sur la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec vous, leurs enseignants, et puis sur les phénomènes de victimisation, même si on sait qu'au début en maternelle, ils sont peu nombreux, mais il est possible qu'ils évoluent dans le temps. Et donc on commence déjà à suivre ces indicateurs, même s'ils vont nous concerner, nous intéresser surtout un peu plus tard en élémentaire. Régulièrement, nous allons collecter ces questionnaires enseignants et puis à la fin, en CM1, il y aura une vague d'enquêtes et là, ce sera des enquêtes auprès des élèves avec des questionnaires qui seront remplis par les élèves s'ils acceptent de le faire en CM1. Donc j'espère que cet éclairage du protocole vous permet de mieux comprendre votre rôle à vous, le groupe formation différé, si vous êtes dans ce groupe dans votre école. Alors, j'ai eu quelques remontées, brèves, mais c'est intéressant de s'intéresser à cela. C'est intéressant de s'attarder, pardon, sur ce point. Parfois, vous avez été enseigné, vous avez été, pardon, je vais y arriver, étonné, vous les enseignants, quand on vous pose des questions sur vous dans le questionnaire initial, sur votre genre, votre âge, votre satisfaction professionnelle. Voilà, quelques variables comme ça. Et certains m'ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi on me demande ça, quel rapport ça a avec cette recherche. Ouais. Et en réalité, évidemment, ce n'est pas les variables principales qui nous intéressent dans nos analyses statistiques, mais il est quand même intéressant de pouvoir collecter ces données pour pouvoir regarder si elles influencent l'effet du programme. Par exemple, dans une étude antérieure sur un programme École des émotions, qui a influencé la construction du programme Vivre ensemble Freeform Mobery, une grande étude qu'on avait menée en Seine-Saint-Denis, on a réalisé dans nos données que pour les enseignants qui étaient moins expérimentés, le programme produisait plus d'effets et les aidait plus à trouver une façon de réguler leur groupe classe. Et c'est quelque chose qu'on avait constaté dans des observations par des évaluateurs qui ne connaissaient pas la mise en œuvre du programme qui était dit en insu. Donc, ils sont venus observer les classes, côté la dynamique des classes, et on a trouvé une meilleure régulation du groupe classe qui se mettait en place en lien avec le déploiement du programme chez les enseignants qui étaient les moins expérimentés, mais pas chez les enseignants plus expérimentés. Donc, il peut y avoir des variables comme ça qui vont influencer éventuellement l'impact du programme. Donc, c'est pour ça qu'on les prend en compte et on fait des analyses secondaires les concernant. Ensuite, l'autre aspect utile de ces variables, c'est de pouvoir vérifier ce qu'on appelle, nous, dans les protocoles d'essais randomisés contrôlés, le balancing. Le balancing, c'est est-ce que nos groupes qu'on a répartis au hasard se ressemblent en moyenne? Normalement, c'est le cas. Comme on a fait la répartition au hasard, c'est un des autres avantages de la randomisation, normalement, on a dans les deux groupes en tendance une répartition équitable de toutes les grandes variables qui concernent les classes ou les écoles, même sans les mesurer. On devrait avoir en moyenne autant de REP ou TREP+, en moyenne autant d'enseignants plus ou moins expérimentés, en moyenne autant d'enseignants hommes que femmes, en moyenne autant d'écoles avec beaucoup de classes ou d'écoles très petites, etc., etc. Donc c'est normalement ce qu'on a obtenu grâce à la répartition aléatoire, c'est comme un tirage au sort. Au bout d'un moment, ça s'équilibre entre les deux groupes, comme on tire à chaque fois au sort. C'est comme un pile ou face. Si vous faites un très grand nombre de piles ou face, vous allez les tendre vers 50% de face, 50% de piles. Mais malgré cela, on doit le vérifier quand même hein, pour des grandes variables, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de problème dans le tirage au sort. Et c'est ce qu'on fait dans ces analyses de balancing. Et c'est du coup pour cela qu'on a besoin de collecter ces variables auprès de vous.
Alors là aussi, ça a été une question et ça n'a pas été toujours compris dans le groupe formation immédiate cette fois. Pourquoi la mise en œuvre du programme implique toute l'équipe de l'établissement? Ça, c'est vraiment très important parce que le programme, dans son déploiement et sa recherche d'efficacité, il est pensé comme vraiment une action d'équipe. Et une fois que vous avez eu la formation initiale, je pense que vous le comprenez. Donc, c'est vraiment en travaillant tous ensemble aussi sur la posture partagée au-delà des activités destinées aux élèves que vous allez normalement implémenter au mieux le programme et que vous allez trouver tous ensemble de l'impact sur les dimensions qui vous intéressent, le bien-être, la santé mentale des étudiants, les compétences psychosociales des étudiants, le climat scolaire, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui est pensé au long cours, c'est vraiment quelque chose qui devrait vous aider dans votre travail collectif dans le temps long, on espère pour des années, à progresser ensemble sur ces plans, à progresser ensemble dans votre action, à construire votre action. Et donc, c'est pas du tout un programme qui est pensé pour être implémenté en autonomie par un enseignant tout seul dans son école. Il manquerait un aspect fondamental du programme. D'ailleurs, les directions d'école et les enseignants parmi vous qui seront volontaires pour faire partie du groupe de coordination vont accéder dès la semaine prochaine un module de formation en ligne qui leur permet de coordonner la mise en œuvre du programme et son implémentation dans le temps long. Donc vraiment, il y a une disjonction, une distinction entre la collecte de données, qui cette année ne concerne que les enseignants de petite section, l'an prochain que les enseignants de MS, etc., mais qui par contre, l'implémentation du programme, elle doit vraiment concerner toute l'école. C'est vraiment un projet d'établissement. Ouais. Alors, il y a eu aussi des petites confusions concernant la procédure de consentement avec la distribution des notes d'information aux familles. Il est important de comprendre que dans ces consentements, les parents consentent à la collecte de données concernant leur enfant. Ils ne consentent pas, pour le groupe formation immédiate, au déploiement du programme dans vos écoles. Parce qu'en fait, le déploiement du programme, c'est une décision que vous prenez pédagogique, comme chaque année, vous prenez la décision de déployer certaines activités, de faire certaines sorties, d'insister dans le programme sur certains éléments, de vous appuyer sur certains manuels. Donc là, vous êtes dans votre liberté pédagogique entière d'enseignant et les parents n'ont rien à dire à cela. Donc leur enfant participera au programme parce que ça fait partie de votre action pédagogique. Par contre, ils peuvent tout à fait s'opposer à ce qu'on collecte des données concernant leur enfant. Et là, c'est pour cela qu'ils peuvent vous faire remonter les formulaires de refus de participation. La procédure de refus de participation a été acceptée ici, validée ici par un comité éthique pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une recherche qui ne présente aucun danger, en tout cas d'après l'appréciation du comité éthique pour les élèves, dans l'utilisation des questionnaires, qui sont des questionnaires très standardisés, dans le protocole, dans la collecte de données. Donc pour cette raison, on considère que dans l'équilibre entre la collecte des consentements, qui, quand elle doit être volontaire, est difficile parce que les parents, souvent, ils consentent, mais ils oublient de redonner le papier, etc. Il a été considéré dans l'équilibre entre la mise en œuvre de la recherche, son caractère d'intérêt public, puisque c'est vraiment une recherche qui va apporter des preuves scientifiques très importantes pour l'action publique de l'éducation nationale. Et donc, dans cet équilibre global, le comité éthique, qui est indépendant, hein, il n'y a aucun chercheur de l'étude, a considéré que cette procédure de refus de participation était acceptable. Et en fait, elle est souvent utilisée dans ce type de recherche dès lors qu'elles n'ont pas, voilà, qu'elles ne présentent bien sûr aucun danger pour les participants. Je conclurai avec un petit mot sur l'importance des données de chaque école. 220 écoles, votre classe, votre école, vous pouvez vous dire, oh, finalement, on n'est qu'un petit point dans toute cette recherche. Donc, si on s'arrête ou si on renvoie pas vraiment les données ou autre, c'est pas très important. Voilà. Et malheureusement, le problème, c'est que si on perd beaucoup d'entre vous, s'il nous manque beaucoup de données, beaucoup de classes, beaucoup d'écoles, et que par malheur, c'est plus concentré dans un des deux groupes, soit le groupe formation immédiate ou le groupe formation différée, ça met en fort danger la validité scientifique de nos données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a perdu trop d'écoles ou trop de classes, et vous, vous êtes qu'une école, mais s'il y en a plusieurs qu'on perd, et ben ça fait boule de neige. Eh bien, si on perd trop d'écoles, il est possible qu'on perde toute la validité scientifique de cette étude, ce qui serait vraiment très triste pour nous parce qu'on a mis une énergie considérable, vraiment considérable à la déployer. Et donc, nous, notre effort, c'est d'essayer de vous garder tous, toutes, jusqu'au bout, jusqu'à l'étude d'enquête en CM1, parce que si on a réussi ça, on aura réussi quelque chose de vraiment extraordinaire dans le champ de la recherche internationale. Et on sait que c'est un vrai défi parce qu'il y aura des changements de direction, il y aura des changements d'IEN, il y aura des changements d'équipe. Et donc, c'est vraiment notre enjeu principal et notre rôle de vous garder toutes et tous avec nous jusqu'au bout, dans le bateau, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin, pour pouvoir collecter ces données qui seront vraiment, du coup, à ce moment-là, des données uniques au monde et des données vraiment très précieuses pour orienter l'action publique.
Voilà, donc on compte sur vous et on va faire le maximum en ce sens. Et donc, on fera le maximum pour vous garder toutes et tous avec nous dans cette aventure. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à nous écrire. Si vous avez des incompréhensions, des inquiétudes, n'hésitez pas à revenir vers vous, vers nous. Voilà, on va faire le maximum pour que le processus soit le plus fluide possible pour vous. On est là, on est disponible. Et pour les écoles du groupe formation immédiate, ben, on vous donne rendez-vous pour les formations, pour l'implémentation. On espère du fond du cœur que vous allez apprécier le programme, apprécier ses composantes, apprécier le mettre en œuvre, voir des impacts dans vos classes, chose qu'on a pu constater dans beaucoup d'écoles. Donc on est confiant, mais on le souhaite aussi pour votre établissement. Et le groupe formation différé, voilà, j'espère que vous pourrez patienter jusque-là parce qu'on va vous apporter le programme avec la même passion, avec le même engagement, dès lors qu'on pourra le faire bah, et que la cohorte recherche sera passée. Voilà, merci encore à vous toutes et tous et à très bientôt.